D'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre présence ce soir. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous souciez de l'avenir de Saint-Genis-Laval et que, comme nous, vous avez vu que cette ville avait des atouts formidables, mais qu'il fallait peut-être la réveiller, cette ville, parce que elle ressemble trop souvent à une belle endormie. En tout cas, c'est le constat qu'a fait la liste Rassembler Saint-Genis. Et en fait, on a fait ce constat qu'il manquait une offre politique à Saint-Genis-Laval. Était annoncée la liste de gauche. Moi, ce sont des idées, je vous le dis tout de suite, je ne me retrouve pas du tout dedans. Était annoncée la liste de, alors j'allais dire Roland Crimier, non, de Jules Guillemot, mais qui reste quand même la liste de Roland Crimier. Roland Crimier, d'ailleurs, qui est à l'honneur sur sa circulaire, donc il n'est pas du tout invisible. Et cette liste, elle se dit de divers droite. J'ai du mal à croire qu'avec Roland Crimier, qui pilote et qui cornaque un peu cette liste, elle soit totalement divers droite et elle ne soit pas un tout petit peu macroniste. C'est mon avis. Il y a évidemment la liste de Marie-Hélène Millet. Marie-Hélène Millet, elle est divers centre. C'est une candidate qui a un engagement à l'UDI et Antonin le disait, c'est très beau d'avoir un engagement, mais c'est quand même un engagement au centre. Et c'est un engagement qui donne des gages à la gauche et qui donne des gages à la droite, malheureusement. Et ça, je pense que ça ne peut pas convenir. Alors, on a mis du temps à lancer cette liste parce qu'au départ, il y avait une offre que je dirais à droite. En tout cas, il y avait une offre qui était attachée, je pense, à la France, qui était attachée à ce que j'appellerais la droite nationale. Et puis pour plein de raisons, cette liste n'a pas pu se faire. Je voudrais d'ailleurs saluer Didier Daubin, qui était, que je vois là, voilà, qui a tenté de faire cette liste, qui était parvenu, mais qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu la mener au bout. Et je voudrais le remercier, d'abord d'être là ce soir, et puis ensuite d'avoir essayé de proposer autre chose à la ville de Saint-Genis-Laval que ce duel de centristes, et d'avoir voilà, essayé de porter une autre parole. On a donc fait le constat qu'il manquait une offre à droite. Et moi, j'ai complètement été convaincue qu'il fallait monter cette liste, même si il était un peu tard dans la campagne, les autres avaient commencé, quand j'ai assisté au dernier conseil municipal de la mandature de Marie-Hélène Millet. Je vous raconte. Il y a des délibérations qui touchent ce jour-là la culture. Donc tout le monde se gargarise de l'offre culturelle à Saint-Genis-Laval. C'est formidable, la culture. Ça permet de faire du lien social entre les gens, d'intégrer les gens, etc. Donc évidemment qu'il faut que nous ayons une politique culturelle, ambitieuse, etc., etc. Et donc on signe une convention qui s'appelle la billetterie solidaire. Le principe est le suivant. Il s'agit de payer des places que la ville va offrir à un public dit défavorisé, donc qui accède aux minima sociaux. Des places de spectacles culturels et des spectacles de sport. Tout ça pour favoriser l'intégration. Et là, je regarde, j'écoute ce qui se passe, tout le monde trouve ça fantastique. Je vois bien que dans la majorité de Marie-Hélène Millet, il y a quelques personnes qui tiquent un peu. Mais tout le monde se tait. Vient le vote. Qui vote contre? Personne ne lève la main. Qui s'abstient? Après tout, on peut s'abstenir. Personne ne lève la main. Qui vote pour? Tout le monde vote pour. Alors que ce principe de billetterie solidaire, c'est tout ce que la France fait de pire en matière de culture et d'aide sociale. C'est-à-dire qu'on paye pour un public dit défavorisé gratuitement l'accès à des spectacles, ce qu'on ne paye pas à la plupart des gens qui doivent, eux, mettre de leur poche pour aller voir des divertissements. On leur offre des spectacles dont je doute, vu les programmations qui sont proposées d'une manière générale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France et aussi à Saint-Genis-à-la-Mouche, que ce soit des spectacles de grande qualité et qui exaltent un certain nombre de valeurs françaises, on va dire, populaires et classiques.
Tout ça en permettant de faire vivre l'industrie du spectacle dont on sait qu'elle est fortement subventionnée, avec des gens qui ne respectent pas toujours la France et qui n'honorent pas toujours la mansuétude de la France à l'égard de la culture. Bref, moi je me dis, dans ce dispositif-là, il n'y a rien qui va. Les gens qui sont plutôt à droite dans la majorité de Marilène Millet sont d'accord avec moi. Ils me font des signes pour me dire qu'ils sont d'accord avec moi, et personne ne lève la voix pour dire « attendez, on finance quelque chose, donc à minima, on va veiller à la qualité de la programmation. À minima, on va faire très attention à la manière dont on attribue les places. Peut-être qu'on va les attribuer au mérite, par exemple, ces places gratuites. » Personne ne dit rien. Et donc là, je me suis dit, c'est évident qu'il faut qu'il y ait à Saint-Genis-Laval une voix de droite qui se lève pour dire qu'il y a aussi des choses qui sont plus acceptables pour les uns et pour les autres. C'est ainsi qu'est née cette liste, et nous avons eu la capacité, je voudrais remercier à cette occasion Antonin, qui a mis beaucoup d'énergie pour réussir à monter cette liste, et puis également tous les colistiers qui se sont agrégés autour de moi, autour d'un projet, qui est un projet pour évidemment protéger, dynamiser et transmettre à Saint-Genis. Alors, je vous dis que c'est une liste de droite. Je sais qu'il y a des gens en fait qui ont du mal à se définir comme ça. Et je voudrais vous dire quelles sont, je crois, les valeurs qui nous animent. Ce sont des valeurs d'attachement aux libertés déjà. C'est des valeurs de responsabilité. Et je crois que nous sommes tous aussi attachés à une certaine justice. Il faut que les règles soient les mêmes pour tous, et il n'est pas normal que le bien-être de tous repose sur les affaires et les efforts seulement de certains. Je crois que ça, ce sont des valeurs auxquelles toute la liste de Rassembler Saint-Genis est attachée. J'ai fait un peu de philo quand j'étais plus jeune, et il y a un philosophe qui définit ce qu'est une société décente, c'est donner, recevoir et rendre. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop souvent dans une société de prédation où il faut prendre, recevoir et demander en permanence. Et j'aimerais que, voilà, dans la petite communauté que nous sommes à l'échelon de Saint-Genis, nous soyons une société de décence où, en fait, on ne profite pas les uns des autres, mais on se met tous au service de notre bien commun, qui est notre commune de Saint-Genis-Laval. Alors moi, pour ma part, j'habite à Saint-Genis depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà, j'y ai ancré ma vie familiale, ma vie professionnelle et ma vie civique également. Et j'en reconnais depuis plus de 10 ans les incroyables qualités. C'est une ville qui est extrêmement proche de Lyon, qui en même temps a su garder des aspects de ville à la campagne, et donc ces atouts-là, ils sont merveilleux. On a un patrimoine qui est remarquable, on a des paysages qui sont magnifiques, on a des associations dynamiques, et on en a beaucoup, on a des infrastructures sportives de qualité, et je crois que nous avons tout pour réussir. Et pourtant, Saint-Genis-Laval, je trouve, est une ville qui ne décolle pas, voire qui s'enlise, et qui parfois, je crois, s'abîme. Et quand on discute avec les uns les autres, quand on a la chance de faire une campagne, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est effectivement le cas. Alors moi, la première chose que je voudrais tirer vers le haut pour Saint-Genis-Laval, c'est la protection de nos familles, la protection de notre commune. Je le dis vraiment, c'est que la sécurité, pour moi, est la première des libertés, et que c'est la première chose auquel les Saint-Genois ont droit. Quand je vous dis ça, je pense qu'en fait, vous avez tous effectivement suivi l'actualité. Le collège Jean Giono, où cette jeune collégienne a été lynchée par 2 camarades, 14 ans, déjà défavorablement connus des services de police. Une famille totalement dysfonctionnelle qui ne se préoccupe visiblement pas de l'éducation de ses enfants. Et je crois que pour le coup, le rôle du maire, c'est effectivement aussi de mettre les parents devant les responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de l'éducation des enfants, et éventuellement se servir des moyens de la commune pour demander à ces gens-là de rendre des comptes sur l'accès au logement social, par exemple, ou le bénéfice d'un certain nombre d'aides municipales auxquelles on n'a pas le droit de prétendre à partir du moment où on ne joue pas le jeu de la correction vis-à-vis de l'ensemble de la société.
Vous avez également entendu la terrible histoire du viol de la petite Rose le lundi de Pentecôte, qui sortait du bus du C10 au niveau de Bois-de-Chêne, donc assez près de la gendarmerie, hein, pour rajouter du sordide à cette affaire, qui est violée pendant 1h30 sous la menace d'un couteau dans les quartiers pavillonnaires de l'avenue de Gadagne et des Bois-de-Chêne, par un homme, Redouane, qui a 71 mentions au casier des antécédents judiciaires. 71 mentions, 3 jours avant, le vendredi, il était arrêté par la police pour un délit mineur. Bon, un délit mineur, je m'entends, hein, mais c'est qualifié ainsi. Et il est relâché parce qu'évidemment, la police arrête, la justice relâche. Et donc le lundi matin, Rose tombe à 10h du matin sur cet homme. Elle est violée pendant 1h30. Et la personne ne sait que sur le territoire de Saint-Genis-Laval et de Brignais, on a ce type d'individus qui sont parfaitement identifiés pour autant des services de police. Je pense que tout le monde a été confronté à des faits de délinquance, à des faits de violence. Moi-même, mon fils a été très près d'ici, au Barol, agressé et frappé sous la menace d'un taser par 10 mineurs. C'est mieux quand ils sont mineurs, parce que comme ça, on est sûr que la justice en fait absolument rien, d'ailleurs. Donc, c'est bien plus facile. Mais je pense que vous avez tous été confrontés autour de vous à des cambriolages, et je pense que tous mes colistiers aujourd'hui qui boitent peuvent vous dire que c'est incroyable le nombre de maisons où vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont recours à de la sécurité privée, puisqu'ils adhèrent à des dispositifs comme Vérissure, pour ne faire de pub à personne, ou bref, vous connaissez ce genre de prestations. Ça veut dire qu'ils achètent à titre privé la sécurité que ne leur offre plus la commune dans laquelle ils vivent et l'État dans lequel ils vivent. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une priorité, en tout cas ce sera une priorité de mon mandat, c'est de rétablir la sécurité à Saint-Genis-Laval, parce que pour moi, ça n'est pas négociable. Il faut un policier pour 1000 habitants, il faut évidemment déployer de l'éclairage intelligent, de la vidéoprotection, et pas que de la vidéoprotection fixe, mais aussi de la vidéoprotection nomade, parce que j'aime autant vous dire que les gens qui orientent leur vie dans le mal savent très bien que quand il y a une vidéoprotection qui est inclinée dans cet axe-là, il suffit de se décaler de quelques dizaines de mètres pour ne plus être dans le champ de la vidéoprotection. Donc il faut avoir recours à des moyens modernes, intelligents. Il faut également un suivi, et nous proposons pour ça une application municipale qui permettra de suivre les plaintes et d'avoir un lien beaucoup plus direct avec la police municipale. Bref, nos idées ne manquent pas. Et l'une des idées est également d'investir dans toutes les latitudes les pouvoirs que la loi confère au maire comme premier officier de police de la commune dans laquelle il exerce ses fonctions. Ça me paraît essentiel. Pour ça, évidemment, passer de 14 à 22 policiers, c'est un choix budgétaire. C'est un choix budgétaire que j'assume. Il faut à peu près 600 000 € par an. Ça veut dire qu'il faut trouver des économies ailleurs, parce que ça n'est pas aux Saint-Genois de payer cette dépense supplémentaire par, allez au hasard, une hausse de la taxe foncière. Ça n'est pas possible. Donc il faut faire d'autres choix, et ce sont des choix budgétaires que j'assumerai, parce que, par exemple, on peut avoir la plus belle programmation culturelle possible à la Mouche. Si jamais les Saint-Genois ont peur de sortir de chez eux le soir pour aller à la Mouche voir ce spectacle, ça n'a absolument aucun sens, et que la première des choses, c'est de rétablir la sécurité. C'est aussi avec de la sécurité qu'on fait baisser les dépenses de la ville, parce que tous les faits de délinquance, tous les délits et tous les crimes qui sont commis sur notre territoire ont un lourd impact sur nos finances. Je vous le dis, quand il y a une voiture qui brûle, vous payez à la fin, parce que pour refaire le macadam, il y a quand même quelqu'un qui paye, et à chaque fois, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est nous tous ensemble qui payons, et donc l'insécurité a un coût extraordinaire qu'il faut prendre en compte. J'en reviens du coup à la question des finances publiques.
Et je voudrais revenir sur quelque chose dont on parle beaucoup à Saint-Genis-Laval, et pour cause, c'est la gestion des finances publiques, parce que vous avez dû voir que Marie-Hélène Millet s'est accordé un énorme brevet de vertu récemment, en expliquant qu'elle était extrêmement bien notée dans une enquête du contribuable associé. Alors, il faut quand même savoir un truc, c'est que les chiffres, ce sont des petits êtres fragiles, et si on les torture bien, on leur fait dire beaucoup de choses. En l'espèce, elle a focalisé, dans cette étude, elle est focalisée sur les dépenses de fonctionnement. Et donc c'est vrai, en fait, sur les dépenses de fonctionnement, tout va bien. Mais sauf que, toujours en finance publique, une dépense, elle est mise en regard d'une recette. Moi, j'ai une petite idée de l'idée où on a trouvé les recettes qui compensent et qui améliorent la note de dépenses de fonctionnement de Marie-Hélène Millet. Je l'ai vu, moi, sur mon avis de taxe foncière, personnellement. Il me semble que vous l'avez tous vu. Alors, pour être parfaitement juste avec Madame Millet, c'est pas elle qui a commencé la hausse des taxes foncières. C'est pas vrai. C'est pas elle. C'est d'abord Monsieur Crimier qui a voté à la fin de son mandat une hausse de taxes foncières qui a été active sur la première année de mandature de Marie-Hélène Millet. Et donc, en fait, il est passé en gros de 20 à 25. Et puis, depuis, cette taxe foncière, elle n'arrête pas d'augmenter pour atteindre les sommets que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense que vous avez tous vu que votre taxe foncière a pas tout à fait doublé, mais si on continue sur cette pente-là, on va finir par y arriver. Et ça, c'est évidemment pas possible. Je pense que la plupart des gens sont à quasiment un mois de salaire de taxe foncière à Saint-Genis-Laval. C'est juste pas possible. Donc cette hausse de taxe foncière, il faut la compenser. Et je crois que la première chose qu'il faut faire en prenant la ville de Saint-Genis-Laval, c'est aller mettre le nez dans les dépenses à Saint-Genis-Laval. Je commanderai, en prenant mes fonctions, évidemment, un audit des finances publiques. Pas seulement un audit des finances publiques, d'ailleurs. Je crois qu'il faut aussi un audit des services pour savoir dans cette mairie qui fait quoi comment, qui fait et qui fait bien, qui fait et qui pourrait faire mieux. Et je pense que là-dessus, je ne sais pas si vous avez été confrontés à la mairie et aux services, beaucoup font très bien leur travail, mais il y a parfois un flou intégral dans le suivi des demandes, des sollicitations que peuvent faire les Saint-Genois aux différents services de la municipalité. Et je ne crois pas que ça soit lié aux personnes qui travaillent dans ces services. Moi, je pense que c'est un problème de commandement. C'est un problème de management et de manière dont on demande aux gens de travailler et de consignes qu'on leur donne. Vous avez également, certainement, vous avez été nombreux à nous le dire en tout cas, et je crois qu'en fait c'est assez flagrant quand on se balade dans le centre-ville, l'absence de dynamisme de notre commune. On a une commune qui a un potentiel extraordinaire, franchement. Le centre de Saint-Genis est hyper joli. La plage Jaboulé est une grande place. Toutes les communes n'ont pas de si grandes places dégagées. Et en fait, on n'en fait rien. L'habitat autour de cette place est de qualité et pourtant, ça n'est pas mis en valeur. Et cette ville, elle a quand même eu 22 commerces fermés en l'espace de 2 ans. Et vous voyez tous, d'ailleurs, les vitrines, les rideaux qui tombent. Alors, il y a le petit miracle des quelques semaines, mois qui précèdent une élection, où tout d'un coup, voilà, il y a deux, trois commerces qui, bien à propos, ouvrent leurs vitrines, ce qui permet de dire qu'il y a une dynamique. Bon, cette dynamique, en fait, elle a 2-3 mois. Elle existait encore à peine à l'été. Et toutes les personnes qui essaient d'ouvrir des commerces à Saint-Genis nous expliquent que justement, en fait, il n'y a pas du tout de facilité qui leur est proposée par la commune de Saint-Genis-Laval. Alors la grande excuse, c'est de dire c'est à cause d'Auchan. C'est à cause d'Auchan, parce que vous voyez, Auchan, évidemment, il y a tous les commerces, on peut faire ses courses en intérieur, on ne sent pas le froid, on n'a pas la pluie, il ne fait jamais chaud, etc. Mais moi, je pense que c'est parfaitement faux. Parce que vous êtes sans doute tous baladés à Brignais.
Moi, Brignais, quand je suis arrivée à Saint-Genis-Laval il y a un peu plus de 10 ans, c'était une ville qui n'était pas du tout dynamique, pas du tout attrayante. Franchement, il n'y avait absolument aucun intérêt particulier à aller à Brignais. Et puis aujourd'hui, franchement, si vous allez à Brignais, vous allez voir à quoi ça ressemble. Les gens y sortent. Le centre a été très bien rénové. Il y a des projets qui sortent, des boutiques qui ouvrent. Ils ont un nombre incroyable de restaurants, de cafés, etc., où nous, en fait, on les compte sur les doigts d'une main. Et on n'arrive pas à sortir dans notre propre commune le soir. Moi, j'aimerais que mes enfants, au lieu d'aller au bout du monde en fait pour sortir, en fait, ils sortent à Saint-Genis-Laval. D'abord, ça m'arrangerait quand je dois faire des trajets pour aller les récupérer au milieu de l'ennemi. J'apprécierais. Et en plus, ce potentiel, évidemment, qu'il existe à Saint-Genis-Laval. Mais pour ça, l'exemple de Brignais nous prouve bien que le dynamisme d'une ville, il dépend aussi de l'accompagnement municipal et de la politique municipale qui est mise en place. Et je crois qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Le stationnement, d'ailleurs, d'abord, parce que le coût du stationnement payant, alors même qu'il est gratuit à Auchan, moi j'ai tendance à penser que c'est quand même aussi donner une balle dans le pied à tous les commerces du centre-ville. Évidemment qu'il faut le repenser, évidemment qu'il ne faut pas de voitures ventouses, donc remettre un disque ou un système avec nos téléphones, c'est absolument simple à faire, mais mettre un système qui permette d'avoir une rotation sur le stationnement, mais aux gens de rester suffisamment longtemps pour se poser à Saint-Genis-Laval, pour consommer à Saint-Genis-Laval, et pour y passer du temps et apprécier la commune dans laquelle ils habitent. Il y a 12 commerces qui ont été préemptés par la mairie. 12 commerces dont, en fait, on arrive, pour le moment, on n'arrive pas à en sortir des exploitations commerciales. Il faut qu'un de ces commerces soit mis à disposition des jeunes entrepreneurs qui voudraient lancer une activité à Saint-Genis-Laval pour que ça leur serve de tremplin et qu'ils puissent tester l'activité qu'ils ont envie de monter pour voir si le prévisionnel qu'ils ont fait, l'activité qu'ils ont envisagée, elle s'avère effectivement aussi bénéfique dans la réalité qu'ils l'ont imaginé quand ils ont confronté leur plan avec leur comptable dans un bureau d'études. Je crois qu'il faut aussi que nous ayons un marché dominical. Et puisque nous sommes au pied des monts du Lyonnais, qui sont le grenier de Lyon, dans lequel il y a énormément de producteurs, je crois qu'il faut que nous mettions un de ces commerces à disposition des agriculteurs pour qu'ils puissent nous vendre leurs produits tout au long de la semaine et qu'on puisse avoir un échange et un aller-retour entre nos agriculteurs, les produits qu'ils peuvent mettre à notre disposition, parce que c'est quand même incroyable d'avoir tous ces producteurs autour de nous et d'aller se servir au final à Saint-Genis-Laval, c'est-à-dire à la grande distribution qui leur tord bien trop souvent le bras pour faire des marges alors qu'on pourrait être en direct avec eux. Et donc pour ça, évidemment qu'une boutique de producteurs ferait, à mon avis, un échange gagnant-gagnant entre eux et évidemment nous, et tout le monde y gagnerait. Le troisième axe autour duquel on a travaillé notre programme, c'est le patrimoine et la transmission. Parce que je vous le disais, moi je trouve que Saint-Genis-Laval a un patrimoine qui est absolument exceptionnel. Et il y a vraiment un adage auquel je crois. Alors je l'aime bien parce que j'ai une partie de moi qui est provençale et que c'est une phrase de Frédéric Mistral qui dit que les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. Et je pense que nous avons tout un patrimoine et toute une histoire très riche à transmettre à Saint-Genis-Laval, à nos enfants. Antonin vous parlait de sa mission de porte-drapeau. Et ça, c'est un engagement qui est vraiment extrêmement honorable et valeureux. Et merci à lui de le faire. Et j'espère qu'il va faire des émules. Mais je crois qu'il y a plein de choses, Côte-Lorette évidemment à valoriser, mais également avoir une programmation culturelle, je vous le disais, à la fois populaire et à la fois enracinée. Moi j'assume très bien en fait d'avoir envie d'avoir Michel Sardou à la mouche et d'avoir le Misanthrope de Molière.
en fait, plutôt qu'un spectacle de rap. Je vous le dis, voilà, je veux que les grands-parents puissent aller au théâtre avec leurs petits-enfants. Je veux que les familles puissent aller chanter ensemble sur de la variété française à la mouche. Et moi, à partir du moment où en fait on me met des spectacles où j'ai vu qu'il y avait un truc de rap la dernière fois, vous m'emmènerez pas, quoi. C'est pas possible. Et moi, je veux que la culture fasse vraiment du lien. Donc je souhaite ça. Je pense qu'il faut aussi des animations communales. À Saint-Genis-Laval, il n'y a pas de vide-grenier. C'est pas extrêmement compliqué à faire. Mais il n'y a pas de vide-grenier, il n'y a pas de mâchon, il n'y a pas de banquet. On a un centre historique quasiment piéton dans lequel il n'y a pas d'animation. On n'en tire pas le plein bénéfice, là où la plupart des communes cherchent à piétoniser. Nous, on les a quasiment, les rues piétonnes, et on n'arrive pas à s'en servir. Donc il y a évidemment des choses à proposer. Je voudrais que la maison Ricard devienne un lieu intergénérationnel pour permettre la transmission des savoirs, des savoir-faire, ceux qu'ont nos anciens et dont les jeunes en fait manquent, parce que malheureusement, on vient de passer quelques décennies de rupture de transmission. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une grand-mère qui m'apprenne vraiment à faire la confiture, vous savez, où vous faites, quand vous faites le truc, ça fait la goutte, quoi, parce que moi, je n'y arrive pas, et j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'apprenne à nettoyer l'argenterie correctement, et à jardiner en fonction des rythmes de la lune et du soleil au bon moment, quand est-ce qu'on doit tailler, à quel moment en fait on coupe les stères de bois. Je pense que voilà, tout ça, il y a un tout petit patrimoine vernaculaire qui est une vraie richesse et qu'on devrait mettre en valeur, et on devrait aussi mettre en valeur dans cette maison, je crois, le savoir-vivre qui fait parfois tellement défaut à nos enfants. J'aimerais bien également un périscolaire qui soit complètement orienté vers la réussite scolaire. Vous savez, le périscolaire, c'est une des attributions en maternelle et en primaire. C'est une attribution de la mairie. Et je pense qu'il faut absolument l'investir pour permettre la réussite scolaire de tous nos enfants. C'est un outil assez incroyable qui est à la disposition des mairies. Et bien trop souvent, en fait, on se contente de faire de la garderie, alors que nos enfants peuvent... dans le cadre du périscolaire, avec souvent des parents qui travaillent de plus en plus tard, bénéficier de choses qui vont leur permettre de changer la dimension de leur scolarité. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut investir. Alors j'ai entendu pendant la campagne, oui, vous ne pourrez rien faire parce que vous ne vous présentez pas à la métropole. Ça a d'ailleurs été, je ne sais pas si vous l'avez vu, la grande excuse de Marie-Hélène Millet pendant tout le mandat. En fait, à chaque fois, en fait, elle ne pouvait pas faire parce qu'en fait, c'était la métropole qui lui mettait des bâtons dans les roues. Alors en fait, déjà, ça, moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même une excuse pour l'immobilisme dont l'exécutif municipal actuel a fait preuve pendant 6 ans. Parce que d'abord, à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses qui ne dépendent pas tout à fait ou pas complètement de la métropole. C'est vrai qu'il y en a qui dépendent de la métropole, mais pas seulement. Parce que par exemple, pour vous donner quelques exemples juste vraiment concrets, mais vous en ferez l'expérience, mettre à jour le site internet de la ville et donner les bons mails pour les présidents d'associations, les bons sites internet. Là, la métropole, elle n'a pas d'intervention et c'est facile à faire. Pour actualiser la signalétique de la ville, c'est la même chose. Pour soutenir les initiatives locales, favoriser nos commerçants, c'est également la même chose. Donc, je trouve que c'est trop souvent une excuse et il faut évidemment entreprendre un dialogue ferme et exigeant avec la métropole, comme avec tous d'ailleurs les acteurs auxquels est confronté un maire dans l'exercice de son mandat. Typiquement, avec le préfet, il faut avoir un dialogue ferme et sans concession. Sur le PLU, il faut typiquement intervenir avec les associations des maires de France pour expliquer qu'en fait le PLU qu'on impose à une commune comme Saint-Genis-Laval, qui a un foncier qui est extrêmement contraint, puisque nous avons des zones agricoles, puisque nous avons des espaces boisés classés, quand on nous demande 25% de logement social, ça n'a pas exactement les mêmes incidences que quand on est dans un PLU qui n'a pas de contraintes environnementales. Et ça, je pense qu'il faut évidemment le faire valoir. Et tout ça, ça passe par un dialogue sans concession. J'ai été surprise aussi d'écouter cette excuse de la part de Marie-Hélène Millet, parce qu'à aucun moment durant son mandat, pour autant, en fait, elle n'a remis en cause le principe même de la métropole.
Or, la difficulté que pose la métropole en ce moment, telle qu'elle est pratiquée, c'est qu'en fait, elle est conçue de manière à évincer les maires. Or, Marilène Millet, en fait, elle attend simplement en fait, que la majorité métropolitaine passe dans son camp à elle. Mais le problème, en réalité, il n'est pas là. Il y a une réforme qui a été proposée par un sénateur qui s'appelle Étienne Blanc, qui propose de remettre les maires au cœur du système métropolitain, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune commune qui n'ait pas son représentant à la métropole de Lyon, ce qui peut être le cas aujourd'hui. Et ça, c'est une demande que peuvent formuler les maires, parce que c'est jamais la métropole qui va la formuler, hein, cette demande. Évidemment, en fait, ils veulent s'arroger du pouvoir, et c'est aux maires d'aller faire cette demande et se battre, notamment auprès du Sénat, puisqu'il y a un projet qui est clé en main auprès des sénateurs, pour changer ce fonctionnement de la métropole qui est extrêmement nocif pour la démocratie en tant que telle, puisqu'il y a un certain nombre de citoyens qui se voient imposer des décisions sans connaître les élus et savoir qu'ils sont les élus qui prennent ces décisions pour eux. Donc ça me paraît extrêmement important. J'entends aussi que dans l'argument, vous avez dû recevoir cette lettre de Marilène Millet, que tout va changer désormais et que Serge Laval va décoller puisqu'elle sera élue à la métropole de Lyon. Mais moi, je pense qu'il y a un monde où Grand Cœur Lyonnais, puisque c'est le parti pour lequel Marilène Millet concourt à ces élections métropolitaines, ne va pas prendre la métropole. Je ne dis pas que je le souhaite, hein, mais je vous dis qu'il y a un monde où en fait, ça n'est pas Madame Sarcelli qui remporte la métropole, parce que dans un jeu de triangulaire, vous avez un Rassemblement national qui est assez haut, il n'est pas du tout dit que ça soit Madame Sarcelli, donc Grand Cœur Lyonnais, qui remporte la métropole. Peut-être que pendant la prochaine mandature, et Dieu nous en préserve, nous aurons de nouveau Bruno Bernard à la métropole. Mais alors, que va faire Madame Millet dans ces cas-là ? En fait, si elle ne se met pas dans les dispositions d'aller être un interlocuteur permanent de la métropole, quelle que soit la configuration politique, avec les prérogatives qui sont les siennes, seulement en tant que maire, elle n'arrivera absolument à rien. Et moi, j'ai presque tendance à penser que finalement, être maire sans attache partisane, c'est aussi une garantie d'avoir des résultats. Je vous explique pourquoi. Je reviens sur l'histoire de la chaufferie bois des Collonges. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Roland Crimier, il est vice-président de la métropole en charge de l'énergie et fait adopter le schéma directeur des énergies qui met en place la biomasse et qui l'étend à la métropole. Très bien. Il vote et toute la métropole, tout le conseil métropolitain vote le dispositif à l'unanimité. Marilène Millet, en fait, elle ne s'oppose pas là-dedans, mais parce qu'en fait, vous avez des disciplines de groupe dans ces instances-là. Donc Marilène Millet, quand bien même elle se serait dit, en fait, la chaufferie biomasse, le coût du bois, c'est pas d'un point de vue sanitaire, on peut se poser des questions, etc. Elle aurait voté comme l'intégralité de son groupe. Et de ce côté-là, et de ce point de vue-là, en fait, elle s'est laissée imposer, je crois, des décisions dont elle essaie de rétro-pédaler aujourd'hui. On a vu les courriers qu'elle a pu envoyer, les tracts qu'elle a pu déposer dans les boîtes aux lettres. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a un manque de travail de sa part, d'une part, mais en plus, il y a le fait d'obéir à cette discipline de groupe qui fait qu'elle a voté comme Roland Crimier à l'époque, sans même se dire quel est l'intérêt des Saint-Genois que je représente dans cette assemblée métropolitaine. Et donc je pense que finalement, ne pas avoir d'attache partisane à la métropole de Lyon, c'est une façon de se dire que chaque conseiller métropolitain qui pourra prendre des décisions qui impacteront Saint-Genis-Laval seront des gens avec lesquels il faudra aller dialoguer, avec lesquels il faudra converser pour aller chercher chez eux, je ne peux pas imaginer qu'ils n'en ont pas, des ressorts de bon sens. Et donc ça suppose effectivement d'être dans un partenariat un peu sportif parfois,
avec les gens. Et c'est important de saisir qu'il y a une dimension du mandat de maire qui n'est pas simplement de faire de la communication et des inaugurations, mais c'est aussi un peu aller au dialogue, à la confrontation, un peu à la bagarre, pour tenir le service que l'on doit aux Saint-Genois et pour défendre le bien commun et leur intérêt. Donc voilà. Donc je pense que il y aura beaucoup à faire malgré le cadre de la métropole et quelle que soit la personne qui remportera, ou la liste politique qui remportera la métropole, parce que si on pense le contraire, ça veut dire qu'il y a au moins 2 configs dans lesquels on a les mains totalement liées, on ne peut rien faire. Donc voilà. Je ne sais pas si Antonin vous les a... Non, on ne les a pas distribués. On tient à votre disposition des programmes. J'ai un peu brossé et je sais que je suis très longue. Donc on va vous les remettre. Ce que je peux vous promettre pour Saint-Genis-Laval, c'est pas justement un catalogue de promesses. En tout cas, c'est pas comme ça que nous avons travaillé notre programme, en se disant qu'on rasait gratis. Moi, j'ai regardé les programmes de nos concurrents. J'ai quand même eu l'impression qu'il y avait dans le programme de 2026 beaucoup de redites de ce qui avait été promis en 2020. Donc moi, je ne veux pas travailler comme ça, je veux travailler de manière beaucoup plus sincère avec les Saint-Genois, en vous présentant plutôt une vision et un cap. Ce que je peux vous promettre en revanche de la part de notre équipe municipale, et j'engage en le disant tous mes colistiers, mais je suis sûre qu'ils sont convaincus avec moi que c'est la bonne manière de faire. C'est d'abord la clarté, c'est vous dire ce que nous pensons, ce que nous ferons, comment nous le ferons, pourquoi nous le ferons. C'est la constance, c'est-à-dire pas changer de cap en fonction des pressions ou des opportunités. Et je pense en disant ça évidemment à la métropole dont je vous parlais tout à l'heure. La responsabilité de ne jamais promettre notamment ce que nous ne sommes pas en capacité de tenir. Et donc de ne pas vous donner des espérances et des attentes que nous n'arriverons pas à tenir. Je pense qu'il faut avoir un langage clair avec les Saint-Genois. Les habitants ne sont pas des enfants qui ne comprennent pas les rapports humains, les rapports de force, les rapports institutionnels. Et puis, l'humilité également, l'humilité de reconnaître quand on a pris une orientation, quand on a pris une décision et que c'était la mauvaise décision. Ça peut arriver, hein, je pense qu'on a tous... des vies de famille, des vies d'entreprise, des vies de salariés où parfois on fait les mauvais choix et on n'a pas le résultat attendu. Et dans ces cas-là, quand une décision ne produit pas les effets attendus, il faut savoir corriger le cap, il faut savoir en rendre compte aux habitants et reconnaître devant eux les erreurs qu'on a pu commettre en essayant évidemment de les réparer. Donc voilà, donc je vous fais plus ce soir plutôt que un programme, voilà, plus une vision et une déclaration d'intention, de bonnes intentions sur la manière dont nous voulons avoir une gestion, une pratique municipale au service des Saint-Genois, au service du bien commun et à l'écoute de chacun d'entre vous pour essayer d'arriver effectivement vers le meilleur.